Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce jeudi 14 juillet 2022. En direct de nos studios de Douala, première escale en kiosque, on va parcourir quelques unes sélectionnées dans le cadre de ce programme. D'abord, éducation pour ouvrir, la nouvelle expression de ce jour, baccalauréat 2022. La numérisation coince, titre donc le journal du Carrefour Bonakwamon. Selon les informations de ce journal, plusieurs jurys à travers le pays ont eu de la peine à rentrer les résultats dans le logiciel mis à leur disposition depuis l'office du bac pour enregistrer les notes des différents candidats. Du coup, mentionne la nouvelle expression, certains candidats au bac d'enseignement général sont inquiets, eux qui attendent avec impatience les résultats pour préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire ou alors la rentrée académique. Et pour bien d'autres encore, ils attendent ces résultats pour compléter leur dossier déposés dans les différents établissements scolaires à l'étranger. D'autres sont bloqués sur place, ne pouvant aller en congé, car ils ne connaissent pas encore leur sort. Deux facteurs principaux, en tout cas, expliquent ce retard. On l'a dit, d'abord le début tardif des corrections des copies, et ensuite donc cette digitalisation dont quelques failles ont été relevées. Voilà donc pour cette actualité concernant le baccalauréat 2022, également en fenêtre de la nouvelle expression insécurité marché Mokolo. Encore une explosion, l'incident est survenu mardi 12 juillet 2022 dans le secteur de vente des vêtements. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, c'est la deuxième en moins de 2 semaines dans ce marché populeux de la capitale politique du Cameroun, nous dit la nouvelle expression. Le messager s'intéresse à l'assistance et la solidarité, les trésors cachés du sacrifice. C'est le titre du journal de Feu Pius Ndiawe, lequel journal souligne que dans un esprit de sacrifice et du don de soi, des âmes mutualisées à travers le concept de la Masso se donnent les mains, nouent des chaînes durables d'assistance et de solidarité. Le messager revient dans son édition de ce jour sur l'acte 2 de la Masso, la mutuelle d'assistance et de solidarité, qui s'est tenu le 9 juillet dernier à Yaoundé. Et le journal fait noter que cette année encore, l'acte 2 ne s'est pas dévêtu de son costume de projet social et économique. La Masso a régulièrement œuvré à faciliter l'épanouissement social et économique des populations en général et des mutualistes en particulier. Pour preuve, cette année, indique le messager, ce sont 75 taxis, 20 tricycles, 30 motos, 3 villas, 100 salons en cuir, 100 réfrigérateurs, 100 télévisions, écran plasma, 100 fours à gazon, 115 millions de francs CFA pour le financement des projets qui ont été distribués aux bénéficiaires à l'issue d'un tirage au sort. Comment l'acte 2 a fait vibrer Yaoundé? Je vous invite à lire le zoom consacré à cet événement par le messager, ainsi que l'interview de son promoteur Emmanuel Noël Bissaï. Tout ça, c'est à retrouver dans les pages 6 et 7 du messager. De Politique Hebdo est disponible en kiosque et consacre son actualité phare au pays organisateur. Les grandes ambitions d'Emmanuel V pour la région du Sud, titre le journal de Guy Hervé Fongan. La région du Sud Cameroun est, selon la vision prospective de la stratégie nationale de développement 2020-2030 SND 30, le nouveau pôle économique et industriel du pays, soutien de Politique Hebdo. Le journal relève les grandes ambitions du Conseil régional du Sud avec un certain nombre de grands projets en cours d'implémentation pour améliorer la qualité de vie des populations. Tous ces grands projets sont listés dans l'édition de Politique Hebdo de ce jour. Ils concernent notamment les secteurs de l'agriculture, du tourisme, des mines, de la transformation industrielle, etc. Procurez-vous le journal de Politique Hebdo pour en savoir davantage sur cette actualité dans la région du Sud Cameroun. Le jour est disponible en kiosque ce jeudi et s'intéresse à l'incompétence, la vie chère. À quoi joue le gouvernement, s'interroge le journal de Aman Mana. Les mesures efficaces et pérennes pour soulager les ménages restent attendues. Une autre crise de la faim se profile dans la foulée des émeutes de la fin de 2008, nous dit le journal Le Jour. Et en pied de une de ces tabloïdes, Fundi interdit de se réjouir des difficultés de l'État. Une décision du préfet du département du Fundi suite à l'explosion qui a eu lieu au marché Mokolo du côté de Yaoundé. À la une de mutation, restriction des libertés, la bombe préfectorale, titre muta de ce jeudi 14 juillet 2022. Sous le prétexte légitime de prévenir des actes de terrorisme dans la capitale, le préfet d'Umfundi a pris un arrêté controversé mardi. Réaction de la classe politique, allée en page 9 du quotidien Mutation.
À la une d'émergence également, explosion à Yaoundé. Le préfet du Fundi prend des mesures drastiques, nous dit le quotidien Émergence de ce jeudi. Pour en savoir davantage, procurez-vous l'édition de ce jour. Pour en savoir davantage sur l'arrêté du préfet à la suite de l'explosion survenue au marché Mokolo. Et en grande une du quotidien Émergence, carburant, la difficile équation de la subvention. Autre détail à lire en page 5 du quotidien Émergence. Repère parle de compétitivité, les défis de la performance, titre le journal Repère. Entreprises et établissements publics connaissent des fortunes diverses au Cameroun. Certaines structures enregistrent des résultats positifs, d'autres par contre sont en situation de quasi-faillite. Pour mettre fin à cette situation gênante pour le gouvernement, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a signé une circulaire en date du 5 juillet 2022, précisant que l'état de santé de ces différentes entités sera désormais régulièrement évalué. Voilà donc pour quelques-unes sélectionnées dans le cadre de ce programme. Retour en plateau pour accueillir nos invités pour la seconde partie consacrée aux échanges. D'abord, à ma gauche, Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue. Bonjour Rachid Kamel, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui prennent un plaisir savoureux à regarder la revue qualitative des journaux qui paraissent au Cameroun. Et un bonjour particulier à ceux qui lisent et soutiennent, qui font vivre la presse, notamment des politiques hebdo, qui s'est donné pour mission d'augmenter la masse critique des citoyens camerounais en produisant une espèce d'écologie de l'action. Je voudrais rapidement commencer par la SMIT pour dire que le 8 juillet dernier, c'était un document, j'ai failli dire, exclusif de des politiques hebdo. Ils ont saisi les actionnaires des catégories. Les actionnaires ont produit une note d'information dans laquelle ils dénoncent le caractère illégal de l'administration provisoire dont le mandat est achevé depuis le 12 février 2022. Ils parlent entre autres d'une prise en otage de la SMIT par un actionnaire, par le conseil d'administration provisoire dont le mandat a été achevé. Et c'est des informations assez croustillantes avec des révélations assez troublantes que j'invite les gens à aller découvrir en kiosque pour davantage comprendre les méandres et les difficultés que rencontrent tous ceux qui ont investi dans la SMIT. Et ils doivent aller en kiosque pour faire vivre la presse et retrouver ce numéro exclusif des politiques hebdo. Des actionnaires en ordre de bataille contre une posture, dit votre journal de politique hebdo. Donc rendez-vous en kiosque pour avoir les détails sur cette affaire concernant la SMIT. En face de vous, j'accueille le prince Aristide Ngekam. Bonjour prince. Bonjour Achille Kamga, bonjour à Guy Hervé que je retrouve sur ce plateau avec beaucoup de satisfaction, avec des informations croustillantes notamment sur la SMIT. Les Camerounais se posent bien la question de ce qui se passe là-bas. Je les invite aussi à lire. Je voudrais entrer dans cette émission en vous parlant d'une médecine, c'est-à-dire d'une spécialité qui s'appelle l'éthiopathie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un jour. L'éthiopathie, c'est une médecine manuelle qui existe depuis tant d'années et qui a été fondée par Daniel Trédaniel, un Français, et qui malheureusement est peu connu du grand public, et non seulement au Cameroun mais en Afrique, mais qui est pratiquée par un Camerounais diplômé de la faculté d'éthiopathologie de Paris. Il s'appelle Jean-Pierre Missé Mbunja. Il est installé ici à Douala. La médecine manuelle, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez... Ils soignent, la spécificité, c'est qu'ils soignent sans médicaments. C'est-à-dire que lorsque vous avez le sciatique, ainsi de suite, et même les problèmes d'ORL, donc ça, l'avantage que ça va chercher la cause de la maladie, ça traite la cause de la maladie. Ça tue le mal à la racine. À la racine, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Donc j'invite les Camerounais à s'intéresser à cette spécialité-là. Et curieusement, Jean-Pierre Missé Mbunja est le seul Camerounais. Et pourtant, il est là depuis 30 ans. Il le pratique. Donc je me demande si après lui, que va devenir les différents patients. Donc j'invite les Camerounais à explorer cette médecine-là, la médecine manuelle ou alors la médecine mécanique. Et lui aussi devrait transmettre quand même le savoir. Exactement. Pour pérenniser son œuvre. Exactement. Vous savez, curieusement, je le dis encore, je pense qu'il a été pris dans l'équipe nationale, je pense que c'était la A', pour s'occuper
de la santé de nos joueurs là-bas, mais je dis, c'est une... comment je dis ça? Elle n'est pas seulement figée sur le sciatique. Vous avez même sur les gens qui ont les problèmes d'ORL, de gastro, ainsi de suite. Donc, ils trouvent comment je vais dire, des réponses avec l'éthiopathie. Voilà, merci à vous, Prince Aristide Ngekam, d'être là. On va décrypter quelques-unes parues ce jour. On va parler d'abord d'insécurité à Yaoundé avec l'explosion qu'il y a eu du côté du marché Mokolo et cet arrêté du préfet du département du Fundi qui interdit entre autres l'abandon, le dépôt des sacs ou encore des plastiques dans les lieux publics. Et cet arrêté qui suscite quand même la controverse, mutation parle de la bombe préfectorale. Alors Guy Fongang, vous avez lu cet arrêté du préfet du département du Fundi qui prête quand même à confusion, surtout quand on lit le contenu de cet arrêté-là. Oui, ça prête à confusion. Il faut simplement peut-être rappeler, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire cet arrêté, pour dire exactement ce que dit l'article 3. C'est-à-dire que là, ils disent que la détention non justifiée d'objets, non, c'est tout contrevenant, voilà, tout contrevenant aux dispositions de l'article 1er ci-dessus est un suspect. Est également suspect toute personne qui se réjouit des difficultés de l'État ou souhaite voir l'État en difficulté. Donc, toute personne qui se réjouit des difficultés de l'État ou souhaite voir l'État en difficulté. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions cet arrêté a été rédigé par le président, mais je pense qu'il y a beaucoup de mélange de genres en fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir identifier quelqu'un qui s'est réjoui des difficultés de l'État. Je ne sais pas s'il est question de se taire quand on souffre, ou alors dit par exemple qu'aujourd'hui on est dans un état où tout a augmenté sauf les salaires, où votre épouse ne peut plus aller au marché avec 5 000 francs le matin parce que la bouteille d'huile, rien que la bouteille d'huile coûte 2 400. Est-ce que dire que l'État a échoué, l'État a démissionné, se réjouit des difficultés de l'État? Est-ce que dire que aujourd'hui il est difficile pour un Camerounais moins né aujourd'hui d'avoir 3 repas par jour comme nous autres avons eu à notre époque, on mangeait 3 fois par jour. Il est difficile aujourd'hui que nos enfants puissent manger 3 fois par jour. Est-ce que le dire, en rappelant par exemple que l'autosuffisance alimentaire, qui avait été brandi comme un gadget, que l'État a échoué, est-ce que le dire, c'est se réjouir des difficultés de l'État? Je ne sais pas exactement de quoi il parle. Est-ce que dire qu'aujourd'hui, on est dans un environnement camerounais qui a une des terres les plus fertiles au monde? Vous avez au Cameroun par exemple des fruits en toutes les saisons. C'est le seul pays au monde où tous les 12 mois de l'année, vous avez au moins un fruit. Est-ce que dire qu'on n'a pas su capitaliser ce scandale, cette richesse naturelle-là, et est-ce que le dire avec enfin, c'est se moquer des difficultés de l'État qui n'a pas su protéger les biens et les populations? Est-ce que dire, pour sortir, que l'État n'arrive pas à normalement est en récession parce que tous les aspects de la République sont bloqués, on est, dit-on d'après certains économistes, sous le dictat du FMI. Est-ce que le dit, c'est se moquer des difficultés de l'État dont on est susceptible d'être interpellé par les pouvoirs publics? Il faut vraiment, c'est d'une ambiguïté déconcertante que la nature a davantage révolté et même j'allais dire, pousser les gens, parce que j'ai souvent dit, avec suffisamment d'emphase, que la cumulation de frustration est le carburant de la révolte. On est dans un environnement où tout a augmenté, tout, sauf les revenus. Alors, s'il ne faut pas que les gens disent qu'ils vivent mal et qu'ils souffrent, je me demande très bien quel est le contenu que le préfet donne à cet article 3 précisément. Prince Aristide Ngekam, le jour qui dit interdit donc de se réjouir des difficultés de l'État, donc suite à cet arrêté du préfet, comment est-ce que vous avez analysé cet arrêté-là? Je suis un tout petit peu embêté parce que je me demande si le préfet a lu et relu son arrêté avant non seulement de signer, avant de mettre à la disposition du public. Non. Ce qui est intéressant, lorsque vous lisez l'article premier, c'est intéressant parce que le préfet ici interpelle un certain nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on a souvent vu des gens, pour la plupart, c'est-à-dire qu'on est là dans une
dans un contexte de psychose déjà. Vous savez que c'est parti de la bombe, de l'explosion de Mokolo, disons-le comme ça. Et donc, du coup, l'arrêté vient dire, écoutez, si un objet suspect, il peut à tout moment se faire interpeller par les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. La deuxième chose, c'est qu'on interdit aux Camerounais de marcher, c'est-à-dire que toute personne qui marche déjà avec les clous et quelques objets, notamment les billes, on vous parle des billes et clous, écrous, les morceaux de fer sont dorénavant suspects. Les maçons et les menuisiers. Quand on ne peut plus marcher avec ces objets-là sans le justifier. Sans le justifier. C'est-à-dire que si on montrer pourquoi il faudra montrer pas de blanche. C'est-à-dire que si on vous... Soit vous êtes maçon, menuisier. Soit menuisier. C'est-à-dire que vous soit peut-être, je ne sais pas, entrepreneur, ou alors Guy avec qui a envie de finir sa deuxième maison, et aller acheter de matériel. Et donc, il faut pouvoir déjà le justifier. Donc, la troisième, c'est que le préfet nous indique ici qu'à l'article 3, que toutes les personnes contrevenant à l'article 1er dont je viens de citer sont suspects. Mais le glissement, pour partir de ce contexte-là, pour dire que, et chuter rapidement sur ce que toute personne qui se réjouirait des difficultés de l'État, non, c'est un peu trop facile là. C'est un peu trop facile. Je dis, on n'est pas, comment vous appelez, je pense, on n'est pas en Corée du Nord ici. Au Cameroun n'est pas la Corée du Nord. Et même à la Corée du Nord, les gens parlent, les gens s'expriment. C'est-à-dire que se réjouir des difficultés de l'État, j'ai envie de comprendre un peu ce que le préfet met dans se réjouir des difficultés de l'État. Donc on n'est pas en Corée du Nord. Et j'ai dit même là-bas. Peut-être on voudrait museler les gens aussi. Parce oui, que dans les commentaires, de ne pas, les gens exactement, peuvent, de ne pas. évoquer, Non, on n'est pas loin du glissement, de l'incitation à la haine, ainsi de suite. Bon, qu'on nous dise une fois que vous ne pouvez plus vous exprimer librement, vous pouvez vous exprimer librement. Non, c'est un peu aller trop fort et ça crée. Il y a beaucoup de déchets là-dedans. Il y a beaucoup de déchets là-dedans. Je pense que, à moins que le préfet Digden puisse faire une sortie pour repréciser sa pensée, parce que là, ça va un peu dans tous les sens. On est là dans ce que l'émergence appelle les mesures drastiques. Oui, encore que jusqu'ici, on peut se réjouir de ce que ça reste dans le Fundi. Donc désormais, ceux qui sont à Yaoundé, s'ils veulent avoir une quelconque pensée pour le gouvernement, ils doivent sortir du Fundi, peut-être à Iboulova qui a 1 heure, ou à Malmayo qui a réjouir dans le discuter du gouvernement. Revenir dans le Fundi après. Donc jusqu'à maintenant, ça reste dans le Fundi. Moi, j'ai envie même de savoir ce qu'on met dans le discuter du gouvernement. Comment les gens pensent qu'on se réjouit des difficultés du gouvernement? Nous faisons que c'est un aveu également d'échec du gouvernement. Ils reconnaissent qu'ils sont en difficulté. Oui, même si je pense que nous faisons. C'est comme si vous avez une blessure sur vous. Et vous dites, écoutez, j'ai la blessure. Est-ce que vous vous réjouissez de votre blessure? Encore que le récit médiatique qui est fait par la presse autour de cette affaire j'allais dire, davantage oblige le préfet à préciser le fond de sa pensée. Exactement. Ou alors à se dédire. De deux choses l'une. Pour dire qu'en fait, l'État est comme un père. L'État, c'est un père. Aucun enfant ne peut se réjouir des difficultés de son père. Ça tombe complètement sous le sens. Si votre père est en difficulté, vous êtes en difficulté. Donc, c'est même, à la limite, c'est même irrationnel. Vous ne pouvez pas vous réjouir des malheurs de votre père. Parce que si votre père est en difficulté, vous êtes en difficulté vous-même. Parce qu'il ne peut plus vous garantir un minimum de qualité de vie et de bien-être. Donc, il est totalement irrationnel de penser qu'un enfant puisse se réjouir des problèmes de son père. C'est intéressant, je vous relance parce que ça voudrait dire que quand on lit le préfet, c'est comme s'il y avait d'un côté, il y a le gouvernement et d'un autre, il y a la population. C'est deux entités complémentaires. Exactement, c'est une aberration. Comme si regardait un chien de faïence. C'est une aberration. Ils devaient être tous ensemble. Oui, c'est qui est incompris. Moi, ça c'est que c'est souvent... C'est vrai, malheureusement. Vous savez, ce que Mongo Betty appelait Tanga Nord, Tanga Sud. C'est-à-dire que mon ami Archid Mono a paraphrasé ça. Quand il parle des Camerounais d'en haut, et les Camerounais d'en bas. Vous avez le sentiment qu'effectivement, et la presse fait bien en parler, vous avez une race de Camerounais qui vivent ici comme s'ils sont de passage. C'est-à-dire que comme s'ils ont un autre pays ailleurs, comme vous pouvez, c'est un pays de transit. Non, il est totalement irrationnel de croire qu'un être humain, normalement constitué, puisse se réjouir des malheurs de son père. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Si votre père est en difficulté, vous êtes en difficulté vous-même. C'est automatique. Donc vous devez travailler à ce que votre père soit serein. Encore, bon, peut-être que peut-être que j'espère me tromper, que un des non-dits de cet article 3, c'est de laisser croire qu'il y a certains Camerounais qui conspirent contre l'État et qui travaillent à ce que l'État soit à genoux. Que l'actuel gouvernement tombe. Voilà. Que l'actuel gouvernement tombe. Parce qu'il faut le dire. C'est le non-dit de cet article 3. Voilà, parce qu'il faut le dire. C'est-à-dire que, pour terminer, pour sortir totalement, je dis c'est une incongruité. C'est une grosse incongruité. Il faut on peut comprendre le contexte quand même, non? Deux explosions en moins de 10 jours. Mais passer de l'explosion à la réjouissance. C'est-à-dire que passer de l'explosion à la réjouissance, au soupçon de réjouissance des Camerounais. Mais non, quand même. Je dis ici, on n'est pas en Corée ici. On est encore au Cameroun. Et je pense que le Cameroun n'est pas un endroit, j'ai l'habitude de le dire, le Cameroun est encore un pays. Il faut arrêter de pousser la psychose, de faire penser, c'est-à-dire que de faire penser aux gens qu'il y a, je sais pas, il y a plusieurs types de Camerounais. Non. Ne nous prêtez pas, que les gouvernants actuels ne nous prêtent pas des idées que nous n'avons pas. Encore que ceux qui conspirent à mettre l'État à genoux, on les connaît tous, ils sont connus, c'est-à-dire que c'est ceux qui nous ont promis une autoroute qui n'est jamais arrivée, ceux qui nous ont promis un tramway qui n'est jamais arrivé, ceux qui sont abandonnés, les tracteurs de Comis, Agro-Pastoral et Bolova, qui ont totalement disparu, abandonnés dans la forêt, c'est ceux qui ont pris des libertés avec les fortunes publiques, avec le scandale pendant la CAN, pendant le Covid, ce sont les vrais ennemis de la République. Voilà les vrais ennemis de la République. Voilà ceux qui travaillent, qui conspirent à mettre le pays à genoux. C'est ceux-là qui, justement, qui n'ont pas... C'est ceux qui financent, qui entretiennent l'économie de la guerre et qui font tout pour que la guerre dans nos zones ne s'arrête pas, parce que beaucoup d'entre eux ont bâti des châteaux et pris jour et nuit que cette guerre ne s'arrête jamais. Donc voilà. Okay. Et il y en a qui ont trouvé de nouveaux métiers qu'on appelle médiateurs, qui vivent aux frais du roi et de la princesse pour un travail que personne ne peut rationnellement expliquer. Merci Guy Fonga. On va passer à un autre journal qui nous a intéressé ce matin dans le cadre des échanges, notamment la une de repère sur la compétitivité des entreprises publiques. Donc, et le ministre des Finances qui a donc signé le 5 juin une circulaire qui fait état de ce qu'on va résumer un tout petit peu. L'état de santé de ces entreprises-là sera régulièrement évalué. Alors, Prince Haïtine, qu'est-ce qui plombe souvent la performance des entreprises publiques? Non, moi je pense que ce qu'il faut dire de façon résumée sur les subventions. Ici, il y a deux types. Le premier, c'est les contrats de performance que prochainement, le ministre des Finances doit pouvoir signer avec les différentes entreprises parapubliques et les structures à capital public. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que le constat, si vous visualisez un peu l'environnement de ces entreprises-là, beaucoup perdent de l'argent. Beaucoup perdent de l'argent. Ce que l'État fait, généralement, c'est qu'il leur donne des subventions d'équilibre. C'est-à-dire que la plupart de ces entreprises reçoivent chaque année, et c'est inscrit dans le budget, ils appellent ça les subventions d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui reçoivent, je dis n'importe quoi, 2 milliards, 3 milliards chaque année. Et vous verrez qu'il y a un certain nombre de managers qui se plaignent de ce qui, aujourd'hui, je n'arrive pas à payer les salaires ou je n'arrive pas à faire mon travail parce que les subventions prévues par le ministère des Finances n'est pas arrivées. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les entreprises parapubliques là ne sont pas gérées, ou alors comme nos entreprises privées. Vous voyez un peu? Et donc, vous verrez que dans les communiqués des différents conseils d'administration, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont citées en exemple, qui produisent des bénéfices et qui s'en vendent, notamment comme la CNPS, récemment le port autonome de Douala. Donc, ce type d'entreprises n'ont pas de problème. Vous verrez des entreprises comme la Sénamé, le Labogénie, où des gens grèvent tout le temps, c'est-à-dire qui sont totalement déficitaires. Et ça plombe notre budget en réalité. C'est-à-dire que vous investissez, c'est comme si vous prêtez de l'argent à Guy Fonga pour son entreprise, mais il n'arrive pas à produire des bénéfices. Et donc l'État aujourd'hui doit pouvoir dire non, le manager qu'on nomme doit avoir une obligation de résultat. C'est-à-dire que vous mettez des gens à la tête des entreprises, ils gèrent comme ils veulent, comme ils peuvent, entre guillemets, mais ils ne sont pas, comment je vais dire ça,
ils ne sont pas soumis à une obligation Des résultats. Donc, cette fois-ci, on doit pouvoir dire, écoutez, vous produisez un plan, c'est-à-dire comme un plan d'affaires, vous dites, voilà ce que j'ai envie de faire, et le ministre des Finances, vous évaluez ensemble, vous signez un contrat de performance, et à la fin, on doit pouvoir, parce que c'est ça qu'il faut dire à la fin. C'est-à-dire que si on dit oui, signez le contrat de performance, après on ne vous évalue pas, ça ne sert à rien. On doit pouvoir arriver à un système où, si on vous a évalué et vous n'avez pas fait des bénéfices, peut-être sur 1 ou 2 exercices, naturellement, on doit pouvoir vous déposer. Donc, voilà un peu l'environnement. Donc, c'est bien qu'on advienne finalement à ces contrats de performance, parce qu'il y a des entreprises, comme je le disais tantôt, reçoivent des subventions chaque année. On ne sait pas exactement ce qu'ils font avec. Je dis, la plupart de toutes ces entreprises reçoivent des subventions du ministère des Finances. Et c'est inscrit dans le budget. Alors, Guy Hervé Fongan, au regard de ce que dit Prince Arichung, il était quand même temps que le ministre frappe du poing sur la table et dise que chaque fois ces entreprises seront évaluées. C'est vrai que le mot est un peu haïssable, mais je vais me faire violence ce matin. Alors, j'ai rédigé il y a quelques années un ouvrage qui s'intitule « Les entreprises parapubliques et privées camerounaises à l'épreuve du marketing social ». Alors, les gens qui nous regardent peuvent taper rapidement sur Google Guy Hervé Fongan. Ils auront le lien pour avoir accès et comment accéder au livre, en fait. Pour dire quoi? Pour dire que je m'étais appuyé à l'époque sur 3 entreprises. Tradex qui était essentiellement Tradex, AESONEL et MTN. À cette époque, on avait connu ce cas de figure où la Sonel, quand elle migre à AESONEL, on passe d'un type de management où il n'y avait pas obligation de résultat à un modèle de management où il y a obligation de résultat, et il fallait un nouveau paradigme de management dans lequel tout le personnel devrait être capable de se fondre. Et c'était compliqué à admettre, parce que un des problèmes de la plupart de nos entreprises, c'est une bureaucratie qui est à la fois lourde et tatillonne. Il y a des goulots de travail un peu partout où nos entreprises, pour la plupart, dont le sentiment, en fait, comme c'est le travail de l'État, exactement, qu'il aille au travail ou pas, du moins il a un matricule, ouais, forcément il aura son salaire. Il n'a aucune obligation de résultat, dont la performance est à remettre au calendrier grec. Sauf que, à l'épreuve de la réalité, vous avez des entreprises qui font de très bons chiffres. exactement. La CNPS, donc c'est possible. La CNPS fait d'excellents chiffres. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs un récent ouvrage de Jeune Afrique qui sont les entreprises les plus performantes du Cameroun, dans un rapport dans lequel on voit très bien que c'est possible qu'une entreprise publique puisse réaliser des résultats et fasse la performance. Sauf qu'il se passe malheureusement, comme on est encore dans une bureaucratie qui est lourde et tatillonne, je l'ai dit, on avait avant le contrat de performance ce que le gouvernement appelait les budgets programmes. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous mettait en place un budget, on vous obligeait à une sorte une espèce de cahier de charges qui devait justifier l'état de vos dépenses. Et après, il y avait une sorte de KPI, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance pour voir comment est-ce que le budget a été géré et ce qui a été fait. Sauf que la plupart de nos organisations publiques qui n'ont pas atteint leurs résultats, la seule censure que le gouvernement avait trouvée, le ministre des Finances a trouvé, c'est de réduire le budget de ces départements ministériels. Sauf qu'on réduit le budget, ça ne règle pas le problème de fond. Parce que l'usager final que nous sommes, c'est lui qui en paye le prix et non le fonctionnaire qui est dans ce bureau-là. Or, il faut être capable d'aller au-delà de la sanction. C'est-à-dire que réduire le budget ne règle aucun problème. Maintenant, ils ont contourné ça en parlant de contrat de performance. Si on continue à croire qu'on va réduire les subventions pour punir ceux qui sont aux commandes des budgets, eh bien, c'est le end-user, l'usager que vous êtes, vous et moi, qui ont payé le prix fort. Parce que le fonctionnaire qui est là continuera à avoir son salaire à la fin du mois. Il va continuer à percevoir ses 10% comme d'habitude et le consommateur final va continuer à souffrir. Ok, oui, en 30 secondes. Oui, je voudrais dire pour sortir que de façon résumée, c'est que vous avez des entreprises parapubliques qui n'avaient pas, c'est-à-dire que les gestionnaires qui n'avaient pas une obligation de résultat. Aujourd'hui, on doit pouvoir signer des contrats de performance, les évaluer à la fin. Et je dis, la conséquence devait être que si vous ne produisez pas des chiffres, et si vous n'arrivez pas à produire des chiffres
qu'on vous dépose. Qu'on vous remplace et qu'on on vous réduit la subvention. Qu'on vous remplace. Parce qu'avant, et que à l'interne, et je connais les entreprises aussi, je voudrais, excusez-moi de citer la CNPS. On va mettre excusez-moi de citer. Oui, les impôts et la CNPS, oui, qui font des bons chiffres. Excusez-moi de les citer encore. Parce qu'à l'intérieur de ces entreprises, les directions même sont évaluées. Ok. C'est-à-dire que... La solution, c'est de vous remplacer que de réduire la subvention. Parce que réduire votre subvention ne règle pas le problème. Exactement. Et ça va pouvoir demander à ceux qui nomment de nommer des gens compétents, pas des administrateurs civils. Mesdames et messieurs, on va mettre un thème à cette édition de la revue des grandes unes. Merci d'avoir suivi, merci à nos équipes techniques. On se donne rendez-vous demain à 9h20. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.